Vous êtes vétérinaire généraliste et vous recherchez une formation complète, accessible et personnalisée? Acadome Vet est la plateforme de formation créée par un vétérinaire pour des vétérinaires. Elle propose des formations en e-learning et en centre de soins vétérinaires, notamment en échographie abdominale et cardiaque. Nos formateurs sont soigneusement sélectionnés et nos contenus régulièrement mis à jour. Retrouvez plus d'informations sur le site acadomevet.fr. Acadome Vet. Donc on est parti pour la présentation de l'échographie rénale. On va parler à la fois de l'aspect normal et lésionnel, le plus fréquemment rencontré en échographie généraliste. Alors on va parler un petit peu d'anatomie et de physiopathe. Déjà dans l'anatomie, il faut savoir que la position du rein dans l'abdomen, il est en position rétropéritonéale, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la cavité abdominale à proprement parler, il est dans un petit espace semi-virtuel qu'on appelle le rétropéritoine, qui va communiquer avec l'espace pleural. Donc parfois, quand on peut avoir des pneumopéritoines, on a aussi potentiellement des pneumothorax. Ça, c'est juste un peu pour se la crâner, mais globalement, on est dans un espace qui n'appartient pas à la cavité abdominale. Et ça, c'est important à savoir parce que vous allez voir qu'on peut avoir, par exemple, des épanchements rétropéritonéaux sans avoir d'épanchement pleural, par exemple. Et ça se verra assez bien à l'échographie. Le rein, les deux reins ont deux pôles, un pôle crânial qui se trouve ici, un pôle caudal qui se trouve ici, et deux faces, deux bords. Donc deux bords, on a le île rénal et le bord contralatéral, et les deux faces, la face ventrale et la face dorsale. À l'intérieur du rein, en termes d'histologie, on a deux, voire trois portions, on a même trois portions. On a la partie corticale, ici. On a la partie médulaire. On va voir après que, échographiquement parlant, ça a un réel intérêt. Et on a la cavité piélique, qui se trouve ici, qui va avoir pour objectif de récolter les urines dans la cavité piélique à proprement parler, qui ensuite va donner lieu à l'urtère. En termes de vascularisation, les reins sont vascularisés par la portion artérielle, par l'artère rénale, qui se trouve juste ici, qui provient de l'aorte, il n'y a pas de ramification en amont, et la partie veineuse provient donc de le sang repart par la veine rénale, qui va ensuite se jeter dans la veine cave caudale. Rien de particulier en termes de vascularisation, c'est assez simple. Et donc le système collecteur, on a les canaux papillaires qu'on voit juste ici, là, la petite portion 2, qui vont ensuite donner lieu au pelvis rénal, qui va ensuite donner lieu à l'urtère. Bon, pas très, je pense pas que je vous apprenne grand-chose pour le moment à ce sujet, mais vous allez voir que ça a un réel intérêt de connaître l'histologie et l'anatomie aussi, pour localiser les reins et pour visualiser plus concrètement à l'échographie les reins. Pour les abords, alors pour les abords, c'est deux abords un peu différents. On va commencer par le plus simple, c'est le rein gauche. Le rein gauche, c'est le plus facile à trouver parce que généralement, il se trouve vraiment en portion très latérale, c'est un des organes les plus latérales. On va dire que chez le chien, c'est l'organe le plus latéral possible à gauche. Chez le chat, on a souvent la rate qui vient se mettre un petit peu sur le côté ici. Mais c'est un des organes qui est le plus facile à trouver en échographie et qui s'obtient par trois plans de coupe différents. Moi, personnellement, j'utilise dans ma pratique quotidienne deux coupes qui sont la coupe longitudinale du rein gauche, c'est-à-dire que ma sonde échographique est placée, la partie crâniale, le petit curseur de l'échographe est situé crânialement en direction de la tête de l'animal, et donc je suis sur une coupe qui est tout le long de l'organe, enfin, du rein, et donc on est sur une coupe longitudinale du rein. Et ensuite, j'utilise aussi la coupe transversale, c'est-à-dire que mon curseur va aller se positionner vers la droite de l'animal pour obtenir cette image-ci avec ici le V du pelvis rénal qui va me permettre souvent de déceler des potentiels pyélonéphrites, donc des distensions de la cavité piélique, des pyélectasies ou même de l'hydronéphrose. Donc pour moi, les deux principales coupes à connaître, c'est la coupe longitudinale du rein et la coupe transversale. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi faire la coupe dorsale du rein. Donc la coupe dorsale, en fait, je me mets en coupe longitudinale et je vais juste incliner ma sonde, histoire de couper le chien sur sa largeur. C'est-à-dire qu'en gros, je vais couper tac, comme ça.
Donc, je vais vraiment mettre ma sonde à l'horizontale par rapport à l'animal pour obtenir cette coupe-là. Mais moi, pour moi, elle ne sert pas à grand-chose, cette coupe-là, et ça me fait perdre un tout petit peu de temps dans ma pratique courante. L'objectif étant d'avoir le rein sur sa totalité. Donc, si jamais on voit que le rein il est un peu trop petit, c'est peut-être qu'on n'est pas assez zoomé. Ou si le rein, on voit que la moitié du rein, il faut peut-être un peu plus zoomer. Et une fois qu'on l'a sur son image complète, on se rend compte que on n'a plus qu'à faire les mesures, les différentes mesures de notre organe. En ce qui concerne, juste petite information sur le rein gauche, parfois il est un peu difficile à trouver. Pourquoi? Parce qu'on appuie souvent un peu trop. Sur le chat, notamment, on s'aperçoit que parfois, en fait, on ne trouve pas parce que le rein gauche, il est très mobile dans la cavité abdominale, ce qui fait que parfois, quand on appuie un peu trop, le rein, il vient chasser un peu caudalement. Donc souvent, il faut moins appuyer et essayer de faire des tout petits mouvements de translation. Les mouvements de translation, c'est des petits mouvements gauche-droite avec la sonde très perpendiculaire. Si vous êtes perdu un jour dans votre examen échographique, regardez votre sonde et je suis sûr à 95% du temps que votre sonde, elle est soit inclinée d'un côté, soit inclinée de l'autre, mais elle n'est pas perpendiculaire par rapport à l'animal. C'est hyper important, en tout cas pour votre apprentissage de l'échographie, la sonde, elle doit être verticale. Verticale. Pour un droit, un peu plus complexe à trouver, surtout sur les chiens levrettés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient souvent se loger à l'arrière des dernières côtes. Donc souvent, soit on arrive à le trouver vraiment dans le creux ici de l'arc costal des dernières côtes en coupe longitudinale, on peut l'avoir. Sinon, parfois, sur les chiens levrettés, moi je passe par abord intercostal pour l'avoir. Et donc parfois, j'obtiens plus une coupe un peu dorsale du rein droit parce que je suis obligé de passer un peu entre les côtes. Et vous allez voir qu'ils ont des relations anatomiques qui vont vous permettre plus facilement de les retrouver. Notamment, on parlait du rein droit. Le rein droit, vous le trouverez systématiquement collé au processus codé du lobe codé du foie. C'est là qu'il faut le chercher. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne trouvez pas le rein droit, vous allez chercher le foie, vous essayez de le suivre sur sa totalité, et en gros, vous trouvez la structure du rein qui vient épouser ici la forme du foie. Le foie épouse la forme du rein avec donc le processus codé du lobe codé du foie qui se trouve à droite de l'animal. Pour rein gauche, il est beaucoup plus libre, comme on l'a dit, et il a quand même un rapport anatomique assez rapproché avec la rate, et il est lié par le ligament néphrosplénique. Donc c'est pour ça que vous retrouverez très souvent la rate un peu, surtout chez le chien, la rate en superficie et le rein un peu plus en profondeur. Ça, c'est chez le chien. Chez le chat, souvent, la rate, elle est un peu plus décalée sur le côté gauche, et donc on voit d'abord le rein en région médiale, et si on se décale encore un peu plus, on obtient la rate. En termes de taille, chez le chien, la taille des reins est très variable en fonction à la fois de l'espèce et du gabarit de l'animal. Je vous mettrai juste après un récapitulatif en fonction des tailles. Moi, personnellement, l'évaluation de la taille chez le chien, elle est assez subjective. Par contre, chez le chat, vous ne vous tromperez pas, vous gardez 3,5, 4,5 cm et vous êtes plutôt bon. 4,5 cm, c'est pour les grands chats, 3,5 pour les plus petits. Des reins qui sont en dessous de 3 cm, c'est des reins de petite taille. Chez le chien, on va voir par la suite. La forme est différente entre le chien et le chat. La forme chez le chien, elle fait une forme un peu de haricot, où en gros, on voit que le pôle dorsal ici du rein a une forme un peu triangulaire, à la différence du chat où le rein a vraiment une forme ovoïde, très ovale. Donc, c'est une petite différence anatomique qui n'est pas forcément très intéressante à connaître. On verra après les choses échographiquement parlant qui sont intéressantes. Les choses les plus intéressantes, c'est l'évaluation de la taille et de l'écogénicité globalement. Après, les contours sont par contre importants. Il faut qu'ils soient lisses, arrondis et réguliers. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de contours bosselés. S'il y a des contours bosselés, ça veut dire qu'il y a certainement eu une fibrose rénale qui s'est installée et du coup une déformation de la capsule rénale. Donc ça, c'est pour la forme en coupe longitudinale. Pour la forme en coupe transversale, on est globalement sur quelque chose d'assez arrondi, que ce soit chez le chien ou chez le chat. Et on va le voir par la suite. On a la corticale rénale ici, la médulaire qui est tout le temps hypoécogène par rapport à la corticale rénale. Et on a ici le système collecteur avec donc ici la cavité piélique et le départ de l'urtère qui ensuite va s'atténuer. On ne le verra plus de manière physiologique.
Alors là, c'est intéressant et c'est une part importante à connaître dans la partie aspect échographique normal, c'est l'écostructure et l'architecture échographique du rein. On est sur une architecture en 3 parties. On a la corticale rénale, qui est systématiquement d'échogénicité supérieure à la médulaire rénale qui se trouve un peu plus au centre. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Hop. La corticale est systématiquement plus échogène que la médulaire à l'intérieur. La médulaire, elle fait une forme, moi je trouve un peu de nuage anéchogène, de nuage noir, avec au-dessus toute la partie corticale. Il faut savoir que histologiquement parlant, la corticale rénale correspond de manière un peu grossière au glomérule. Et la partie médulaire correspond de manière un peu plus grossière à tous les tubules de réabsorption. Donc si on a par exemple une pathologie, on va le voir par la suite, mais si on a plutôt une pathologie qui touche essentiellement la médulaire rénale, ben on partira peut-être plus sur une atteinte tubulaire, une leptospirose, une intoxication au lys, etc. Alors que si on est plus sur une atteinte corticale, ben on sera peut-être plus sur une atteinte glomérulaire, donc une glomérulonéphrite par exemple. Et ensuite, donc je vous disais en 3 parties, parce qu'on a dit la partie, donc là on est en coupe longitudinale de rein, hein. Donc on a la corticale, la médulaire, et on a ici, juste ici, hop, on le verra en vidéo après, mais on a des sortes de petits doigts de gants qui correspondent, des toutes petites zones ici, un peu hyperéchogènes, qui correspondent au système collecteur avec les petits canalicules de collection. Et ensuite, ça, en vidéo, on va le voir, ça va se rapprocher, ça va donner le pelvis rénal. Une chose qu'il faut savoir aussi, parfois, donc ces petits canaux collecteurs sont souvent hyper échogènes et ils peuvent même parfois faire des mini artefacts. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des calculs, mais parfois on a des petites queues de comètes qui peuvent être présentes à cet endroit-là et ça, c'est pas forcément pathologique. D'accord? Faut pas forcément se jeter sur le calcul tout de suite. On va le voir après, les calculs du système collecteur. Mais faut pas se jeter tout de suite dessus parce que parfois on a tellement une différence d'échogénicité entre la médulaire et la corticale que en fait au final ça nous saute aux yeux ces systèmes collecteurs, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a des calculs. On peut avoir certaines variations physiologiques chez le chien dans l'échogénicité de la corticale. Il faut juste le savoir. Parfois, la corticale, de manière physiologique, peut prendre une échogénicité assez rapprochée de l'échogénicité de la médulaire qu'on voit ici. D'accord? Donc, faut pas trop se jeter absolument sur une lésion pathologique, enfin, sur quelque chose de pathologique quand on a une petite baisse de distinction cortico-médulaire, tant que la taille est normale, les contours sont lisses, nets et réguliers. Faut pas se jeter tout de suite sur la lésion rénale. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'échographie abdominale, c'est un examen parmi votre arsenal de diagnostic. D'accord? Il faut pas que se fier à votre examen échographique. Il y a certaines choses, ça va être pathognomonique, on va le voir, ça saute aux yeux et on pense tout de suite à ça. Mais il y a certaines choses, notamment en échographie rénale, il va falloir combiner l'ensemble de votre arsenal thérapeutique, notamment pour les reins, l'analyse d'urine. Elle est hyper importante pour corréler avec la fonction rénale. Parce que nous, en échographie, on va voir tout ce qui est pathologie, enfin, tout ce qui est désorganisation du parenchyme, anomalie histologique, etc. On va pouvoir potentiellement le voir. Mais par contre, la fonction rénale en tant que telle, on arrive plutôt à le déceler avec l'analyse d'urine et l'évaluation des marqueurs créate et urée. Donc, ne vous fiez pas que à cet examen-là et complétez cela avec d'autres examens pour vraiment conforter votre hypothèse. Et ensuite, une fois que vous avez votre arsenal diagnostique qui est vraiment en faveur d'une pathologie rénale, là, l'échographie, elle vous permettra d'avancer un peu plus en vous disant, OK, bon, on est peut-être plus sur une glomérulonéphrite ou avec un medullary sign, on va le voir après, mais une suspicion de leptospirose, par exemple. Bon, là, échographiquement, ça se voit et c'est vraiment en faveur. Mais ne vous fiez absolument pas qu'à l'échographie, c'est important. Pour la vascularisation, essayez un jour de mettre le Doppler et diminuer la sensibilité du Doppler. Vous verrez que vous avez à la fois un afflux, donc ça se passe dans la partie corticale ici, dans la petite portion entre la médulaire
et la corticale, vous avez une vascularisation qui est antérograde quand on est sur la partie artérielle et rétrograde quand on est sur la partie veineuse. Bon, ça, c'est juste pour se la péter un peu parce que ça ne sert pas à grand-chose, sauf quand on a des infarctis rénaux. Mais vous allez voir que les infarctis rénaux, ça se voit assez facilement à l'échographie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la partie échographie normale. Donc, je vous ai mis une image échographique de mon chien. D'ailleurs, vous allez voir que mon chien, dans la formation, il est porté à contribution un peu partout, Bichette. Je l'ai un peu porté à contribution. Donc, je l'ai bien récompensé en croquette. Mais voilà, c'est serein. Ils sont bien. Donc, on voit bien. Donc, c'est un chien. Hein, on voit bien qu'on a cette petite forme un peu triangulaire dans la coupe longitudinale. On voit la partie médulaire, le petit nuage noir, la corticale autour et les systèmes collecteurs qui se trouvent juste ici, là, les petites portions un peu hyperéchogènes. Et si je fais des petits mouvements de translation gauche-droite, vous allez voir qu'à un moment donné, ces petits éléments collecteurs, ils vont se rapprocher et former le pelvis rénal. Donc, je vous laisse un peu évoluer dans la vidéo. Donc là, je vous parle en même temps hein, sur la vidéo de présentation. Et progressivement, ces petits doigts, là, ces petits morceaux hyperéchogènes vont se rapprocher et former le pelvis. Donc le pelvis, il faut le voir, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'arrête le partage 2 secondes. Hop. Le pelvis, en fait, c'est un peu des mains qui vont se rassembler. Donc vous avez les petits doigts collecteurs qui vont ensuite donner la cavité pyélique juste en bas. Donc il faut le voir un peu comme ça en 3 dimensions. Je vous remets la présentation. Hop. Tac. Donc, si on le prend en coupe transversale, c'est-à-dire si je le coupe dans cette portion-là, on va obtenir ici le pelvis, le V, qui est très important à connaître, et il va falloir mesurer cette portion-là. On le mesure sur une seule des 2 portions, donc soit ici, soit ici. Et cette cavité, elle est censée être virtuelle, c'est-à-dire inférieure à 2 mm chez le chien et chez le chat. Les récessus sont censés être invisibles, c'est-à-dire les toutes petites portions de doigts de gants ici, on ne les voit pas parce qu'elles sont tellement virtuelles, on voit que la paroi hyperéchogène ici des petits canaux collecteurs. Mais sinon, l'intérieur, techniquement, on le voit assez peu, sauf avec un échographe très performant. Donc voilà à quoi ça ressemble en réalité. Donc on a nos petits canaux collecteurs, et là, je fais ma coupe longitudinale, et hop, j'obtiens ici mon V en coupe transversale de rein. Et je sais que je suis sur le rein gauche parce que j'ai la rate qui se trouve juste au-dessus. Et on voit bien ici le petit V de la cavité pyélique. On voit également disparaître ici, on voit même plus l'urtère. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on va voir des lésions après associées. Vous allez voir que c'est quand même assez flagrant quand on a des dilatations de la cavité pyélique. Différence chien-chat. La taille est variable chez le chien, chez le chat, assez peu, 3,5 cm pour les petits chats, 4,5 cm pour les grands chats. La distinction corticomédulaire, donc la distinction corticomédulaire, c'est visualisation de la corticale qui est censée être plus échogène que la médulaire qui est plus anéchogène, hypoéchogène au centre, avec les canaux collecteurs. Donc on a toujours une distinction corticomédulaire, ça c'est très important. L'échogénicité du cortex est supérieure à celle de la médulaire. Et une chose qui est importante à retenir, c'est qu'il va falloir comparer votre échogénicité du rein avec l'échogénicité d'un autre organe pour savoir si le rein a une échogénicité qui est plus en hyper ou en hypo. Pour comparer ça, vous comparez au foie pour le rein droit et à la rate pour le rein gauche. Dans la formation, je vous explique les différentes échogénicités. Avec des petits moyens mémotechniques, mais retenez que la rate a une échogénicité qui est supérieure à celle du foie, qui elle-même a une échogénicité qui est supérieure à la corticale rénale, qui elle-même a une échogénicité qui est supérieure à celle de la médulaire. Parfois, et ça c'est valable surtout sur les grands chiens, on peut avoir une biéchogénicité du cortex, c'est-à-dire en gros que vous avez une des portions corticales externes qui est un peu hyperéchogène et la corticale un peu interne qui peut avoir une échogénicité un tout petit peu plus faible. Ça, c'est valable que chez les chiens, les grands chiens. La cavité pyélique inférieure à 2 mm pour tout le monde. On ne voit pas les récessus du bassinet et on ne voit pas l'urtère. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous ai pris ça d'un livre sur... en gros, il explique que la taille des reins est vraiment très variable et ils ont fait
une corrélation en fonction du poids de l'animal et avec la moyenne et l'intervalle de référence. Mais moi, je m'en sers vraiment pas énormément de ça. Je me sers plutôt de la partie un peu subjective. Mais ça peut vraiment gardez-le dans un coin de la clinique si jamais vous avez un doute. Vous voyez que, ça varie pour un chien de 20 kilos, on est entre 5 et 8 cm d'intervalle de référence. Ça fait quand même une large gamme. Donc le heal rénal maintenant, donc on en a discuté, je me rapproche et j'obtiens ce petit V, donc je passe assez vite là-dessus. Je vais juste vous zoomer pour que vous voyez bien le V ici. Donc ça, on l'obtient que en coupe transversale du rein. Et vous allez voir que si on suit l'urtère, on ne le voit jamais, l'urtère, de manière physiologique. Il y a un seul endroit où on peut potentiellement voir quelque chose d'intéressant, c'est les jets urétéraux. Les jets urétéraux, du coup, ils se trouvent sur la face dorsale de la vessie. Donc là, je suis au niveau de la vessie, proche du col de la vessie. Et vous avez une petite pyramide. Souvent, il y a une toute petite déformation à droite et à gauche. Et si on zoome bien et qu'on attend un peu, on peut voir des petits jets hyper échogènes qui vont sortir, ça fait un petit volcan. Donc ça, c'est normal de voir ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des calculs, etc. Ça veut juste simplement dire qu'on a un jet urétéral, donc que l'urtère fonctionne plutôt correctement. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, je vous le remontre une dernière fois. Il faut regarder ici, il y a une sorte de petit triangle ici, et on voit par là des petits éléments un peu échogènes qui virevoltent. Voilà. Donc ça, c'est un peu aussi pour briller avec vos collègues, pour leur montrer que vous avez vu les jets urétéraux, c'est assez classe. Il faut savoir qu'il y en a à peu près environ 5 par minute, donc vous restez un petit peu de temps dessus et vous arriverez à les voir. Et ça, vous ne le verrez pas en cas d'obstruction ou en cas d'urtère ectopique. Mais il y a d'autres moyens de visualiser des lésions au niveau urétéral. Donc, je me suis surtout inspiré pour les lésions à la fois de mes images échographiques et aussi de l'atlas d'échographie par Dominique Pénin et Marc-André Danjou. Donc, vous les retrouverez aussi toute la partie, on va dire, image échographique. Je me suis inspiré de ça. Et quand j'avais des lésions, je vous les montre en vidéo. Donc, pour la partie lésionnelle, alors juste, je vais voir si vous avez mis des questions. Ah, des questions. Non, il n'y en a pas. Ok. Hop. Donc, on va aborder les lésions diffuses rénales, avec donc les néphropathies chroniques, maladies rénales chroniques, les néphropathies juvéniles, les dysplasies rénales, pathologies d'inflammation, donc IRA, glomérulonéphrite, etc., et les infiltrations tumorales. Ensuite, on parlera plutôt des lésions focales, avec les lésions kystiques, les lésions minéralisées, les masses non tumorales, les masses tumorales, et enfin, on parlera de toutes les lésions du système collecteur, pyélectasie, hydronéphrose, pyélonéphrite, lithiase et malformation congénitale. Donc, pour rappel, l'image échographique, la distinction cortico-médulaire, la forme de nuage anéchogène de la médulaire rénale. Et vous allez voir que ça va être assez important parce que ce qu'il va falloir caractériser, c'est est-ce qu'on est plutôt sur une atteinte corticale ou plutôt sur une atteinte médulaire. Donc, on est parti. Déjà, avant de parler d'échogénicité, etc., il va falloir caractériser la modification de taille. Est-ce qu'on est sur une néphromégalie ou est-ce qu'on est sur une diminution de taille du rein? Donc déjà, l'augmentation de taille du rein, chez le chien, évaluation subjective. Une des choses qui vous permet de savoir que le rein est augmenté de taille chez le chien, c'est qu'il perd sa forme un peu de triangle, là, en coupe longitudinale, et il prend vraiment une forme de cacahuète. Ça, c'est dû au fait que il est comprimé dans sa capsule et du coup, les portions vraiment proches du hile sont assez fibreuses. Donc, quand il va prendre du volume, il va prendre du volume par les pôles crânial et caudal. Et ici, ça va rester un peu plus fibrosé. Donc, il prend un peu cette forme de cacahuète. Première chose, en termes d'évaluation de taille chez le chien. La deuxième évaluation, c'est généralement quand vous avez un rein qui fait, là par exemple, il fait 10 cm sur un chien de 20 kg, ça fait quand même beaucoup. Donc, moi je pars du principe que sur un chien de race un peu intermédiaire, 20, 25, 30 kg, faut pas que ça dépasse les 8, 9 cm. Et sur les grands chiens, au-delà de 10 cm, c'est pathologique.
Chez le chat, supérieur à 4,5 cm, on l'a vu. Et donc, du coup, il perd sa forme pour la partie néphromégalie, il va perdre sa forme un peu arrondie, il va prendre vraiment une forme de cacahuète. À l'inverse, quand on a une baisse de taille du rein, ben, chez le chien, on va avoir une difficulté à visualiser le rein, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à avoir du mal à le distinguer parce qu'il est plus petit, donc on le voit plus difficilement à l'échographie, d'une part. D'autre part, souvent, on a associé à ça une perte de distinction corticomédulaire, c'est-à-dire qu'en gros, on voit que le cortex devient assez prédominant souvent, et donc du coup, on perd ce nuage un peu noir. Donc souvent, en fait, on a associé à ça des anomalies d'échogénicité. Après, vous vous référez au cadre des valeurs que je vous ai laissées et vous ne ferez pas trop de bêtises pour le chien. Chez le chat, pour les petits chats, inférieur à 3 cm, chez les grands chats, 3,5. Bon, partez qu'en dessous de 3 cm, ça commence à être vraiment des petits reins. Et souvent, la forme devient irrégulière et bosselée. Donc là, par exemple, sur cet animal, on voit vraiment la forme de cacahuète. On a ici, présenté par les flèches blanches, un épanchement rétropéritonéal, c'est-à-dire qu'en gros, on a une lame ici de liquide noir à l'échographie, mais qu'on ne retrouve pas dans la cavité abdominale. Donc c'est pour ça que la notion de rétropéritoine est importante à connaître, parce qu'on arrivera plus facilement à voir l'épanchement rétropéritonéal du rein. Ensuite, pour la partie là, ce rein-là, c'était un rein dysplasique. Donc en fait, on perd carrément on a encore une toute petite distinction corticomédulaire, mais on voit qu'on n'a plus du tout cet aspect un peu en nuage. Et le cortex prend vraiment beaucoup de place par rapport à la médulaire. Là, le rein, il doit faire aux alentours de 2,5 cm. Et il s'agissait ici d'un rein de dysplasie rénale sur un chat persan. Et on va le voir par la suite, mais en cas de maladie rénale chronique, souvent, il y a plus de fibrose, on a des infarctus rénaux, donc les contours sont vraiment bosselés. Ensuite, parlons de la modification d'échogénicité. Ce que je vous disais, c'est important de caractériser quelle partie du rein est atteinte. Est-ce que c'est le cortex? Est-ce que c'est la médulaire? Est-ce que c'est la cavité pyélique? Donc, pour dire qu'un rein est hypoéchogène, il faut déjà savoir quelle portion est hypoéchogène. Est-ce que notre rein a un aspect noir parce que notre cortex est hypoéchogène, ou est-ce qu'on a une perte de distinction corticomédulaire parce que la médulaire est devenue hyperéchogène? Alors, je m'explique. En gros, pour un rein hypoéchogène, d'aspect hypoéchogène, c'est-à-dire qu'on le trouve anormalement noir par rapport aux graisses aux alentours, par rapport au foie, par rapport au rein droit et par rapport à la rate pour le rein gauche, il faut savoir si c'est la corticale rénale qui est hypoéchogène ou si c'est la médulaire qui est vraiment hypoéchogène. Donc, on compare aux organes, on se rend compte, ouais, ok, effectivement, je trouve par exemple que le rein ici, il est augmenté de taille. Il fait, combien il fait celui-là? Hop, sur un petit chat, on est à 4,2 cm. Il commence à être un petit peu grand et on se rend compte que le rein est quand même assez hypoéchogène, notamment la corticale rénale par rapport à la médulaire. Donc là, potentiellement, on va suspecter ici une atteinte de la corticale. En revanche, par exemple, sur cette image-là, donc là, on a sur cette image-là un renforcement de notre distinction cortico-médulaire, parce qu'on voit notre corticale ici, et on voit notre médulaire qui est maintenant passé hyperéchogène par rapport au cortical rénal aux alentours. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est ma corticale qui est hypoéchogène ou ma médulaire qui est devenue hyperéchogène? C'est toujours un peu difficile à voir. Bon, là, ça saute aux yeux. On voit vraiment que on a ici un peu de nuage hypoéchogène qui est présent, mais à l'intérieur ici, on voit bien que ça devient vraiment hyperéchogène. Donc là, c'est la médulaire qui est hyperéchogène par rapport à la corticale qui, elle, est peut-être certainement d'échogénicité normale. Une des choses aussi qui peut vous permettre de distinguer, c'est que souvent, la corticale rénale est à peu près un tout petit peu moins échogène que la graisse aux alentours. C'est pour ça qu'on arrive assez facilement à retrouver les reins. Donc, vous pouvez comparer aux graisses aux alentours. Globalement, normalement, la corticale est un tout petit peu moins échogène que les graisses périphériques. Mais par exemple, sur cette image-là, franchement, ça peut être vraiment difficile
à se poser la question, est-ce qu'on est sur une atteinte qui est plutôt corticale ou plutôt médulaire? On voit quand même que la corticale ici fait un halo plutôt hyper-échogène, et on se rend compte, par rapport à la rate qui se trouve aux alentours, que la corticale est plus échogène que la rate. Donc c'est pas normal. Normalement, la rate est censée être plus hyper-échogène. Et on a une petite lame d'épanchement rétropéritonéal ici. Donc sur cette image-là, on suspectera plutôt une atteinte corticale. Et après, l'analyse d'urine vous confortera dans cette idée. C'est-à-dire que si vous avez une très forte protéinurie avec un rein de cette image, de cet aspect-là échographique, bah, globalement, il y a de fortes chances pour que les protéines qui fuient soient dues à un laisser-passer des glomérules, et donc on soit effectivement sur une glomérulonéphrite. Par contre, vous avez ça, bah, votre analyse d'urine, peut-être qu'elle vous le dira, bah, vous avez peut-être une glucosurie, parce qu'on est sur une atteinte plutôt médulaire, donc des tubules de réabsorption des urines. Et donc, peut-être qu'on sera sur, effectivement, soit une leptospirose, soit sur une intoxication qui joue sur la partie tubulaire. Donc voilà pour la modification de l'échogénicité. Hop. Un petit tableau récapitulatif pour pas trop se tromper. Si vous avez un rein de taille diminuée, il faudra penser soit à la maladie rénale chronique, soit à la dysplasie rénale, soit à une hypoplasie congénitale. Si vous avez une taille normale à diminuer et que le parenchyme est hypoéchogène, on pense à une néphropathie. Alors, vous verrez dans la formation, je vous parle souvent hypoéchogène égale inflammation aiguë. Souvent, c'est lié à ça, parce qu'en gros, quand on a une inflammation aiguë, on a une vasodilatation. Et qui dit vasodilatation dit plus de sang à l'intérieur du parenchyme, et donc échogénicité un peu plus faible. Donc, en gros, un organe qui est hypoéchogène, la plupart du temps, on est plutôt sur quelque chose d'inflammatoire aigu. Donc, dans toutes les néphropathies aiguës, il y aura la leptospirose, les glomérulonéphrite immunitaires, infectieuses, etc. Processus tumoraux, par exemple le lymphome chez le chat, souvent provoque des néphromégalies avec un parenchyme qui est hypoéchogène. Il faudra peut-être penser à aller biopsier, par exemple, le rein. Si on est sur un rein de taille normale à augmenter, mais cette fois-ci, le parenchyme est en hyper-échogénicité, on peut avoir des néphropathies aiguës inflammatoires, mais c'est un peu plus rare. La seule chose qu'on peut avoir, c'est de la nécrose tubulaire qui provoque, donc de manière très aiguë, une grosse inflammation corticale et par conséquent une hyperéchogénicité de la corticale. Ensuite, on peut avoir aussi de la néphrocalcinose. La néphrocalcinose, on le verra, c'est des petites pointillés ici qui se trouvent souvent dans la corticale et qui provoquent des petits cônes d'ombre. La dysplasie rénale, la plupart du temps, en début d'évolution, on peut avoir un rein qui est hyperéchogène par compensation, mais il devient très vite de taille diminuée. Et le chat obèse peut aussi engendrer une hyperéchogénicité de la corticale sans avoir de problème physiologique. Donc l'analyse d'urine, elle est vraiment importante pour vraiment savoir si on est vraiment sur quelque chose de pathologique fonctionnel ou juste de découverte fortuite. En ce qui concerne du coup la dysplasie rénale, je vais avancer assez rapidement pour chaque lésion. Vous pouvez faire des captures d'écran, il n'y a aucun problème. Après, vous retrouverez ça dans la formation, mais c'est une néphropathie donc qui est juvénile principalement, et on le voit assez rapidement dans le développement de l'animal. Très souvent, en fait, on a un rein qui perd sa distinction corticomédulaire. On a la corticale, on a la médulaire, on ne la voit presque plus, et souvent associé à ça, on a une très discrète pyélectasie. Donc là, on voit la cavité pyélique ici, qui est un tout petit peu dilatée. En fait, on a beaucoup de mal à retrouver le rein parce que on a cette impression de rein. On n'a pas cette architecture normale échographique. Et si vous avez ça sur un jeune animal, que ce soit sur des jeunes chiens, boxers, cairns, caniches, schnauzer nains, ou chez les chats de race, Maine Coon, Ragdoll, Sacré de Birmanie, il faut penser tout de suite à la dysplasie rénale. Si vous avez vraiment des reins qui sont difficiles à voir échographiquement, il faut penser à ça. Le gold standard, ça reste le diagnostic histologique parce qu'on a une désorganisation du parenchyme cortical, notamment au niveau des glomérules. Donc, il faut vraiment aller ponctionner le parenchyme cortical pour vraiment le diagnostiquer.
Donc, dans les signes échographiques, ils sont variables en fonction du stade. Si vous êtes en début d'évolution sur les jeunes chats, la taille, elle peut être normale à augmenter au départ, puis diminuer progressivement. Très souvent, vous aurez des contours un peu irréguliers, un peu anormaux, et progressivement, ils vont se mettre à se bosseler et le rein va diminuer de taille. On a une perte de jonction cortico-médulaire et on a souvent une médula qui devient un peu hyperéchogène et qui va se confondre avec la corticale rénale. Et ça, c'est le stade ultime, c'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive même presque plus à voir le rein. On le voit juste ici, il est tout petit, et en fait, on le distingue surtout par sa capsule hyperéchogène. Voilà à quoi ça ressemble en début d'évolution. Donc là, on est en tout début d'évolution sur un jeune chat. On voit que la corticale est très hyperéchogène, que le rein est bosselé. Là, on voit les contours, ils sont assez bosselés. Là, le rein, il fait 23 mm sur un perçant. Donc, globalement, on est déjà sur un rein qui est plutôt de petite taille. On arrive quand même encore à distinguer un peu la médulaire ici par rapport à la corticale. Donc, c'est pour ça que je dis que on est sur une dysplasie en début d'évolution sur ce chat parce que globalement, on arrive encore à avoir la distinction cortico-médulaire, bien que le rein soit de petite taille, de contour bosselé. Et vous voyez que l'écogénicité du rein, elle est augmentée par rapport à l'écogénicité de la rate qui se trouve juste ici aux alentours. Donc là, je sais que je suis sur le rein gauche, par exemple. Néphropathie chronique, alors celle-ci, il faut la connaître un peu sur le bout des doigts. La maladie rénale chronique, donc c'est dû à une néphropathie interstitielle qui va à la fois toucher les glomérules et les tubules proximaux et contournés. Donc, à voir échographiquement, on arrive facilement à le distinguer à l'échographie, notamment le contour bosselé et le rein de petite taille. À la différence de la dysplasie, la différence c'est qu'on est sur des animaux âgés. On n'aura pas de maladie rénale chronique, enfin en tout cas de néphrite tubulo-interstitielle sur des chats de 1 an ou 2, sauf intoxication bien évidemment, mais sinon on parlera plutôt de dysplasie. Donc là, la partie étiologie, pas étiologie, anamnestique est importante pour ensuite conclure sur les anomalies. En termes de signes échographiques, variable en fonction du stade bien évidemment, mais la taille va être diminuée. Les contours vont devenir irréguliers et bosselés, avec une perte de la jonction cortico-médulaire toujours. Là, par exemple, si je vous montre cette image-là, hop, on va zoomer. Sur cette image-là, le rein, on voit que la corticale est augmentée en termes d'échogénicité par rapport au bout de rate qui se trouve ici. Et la médulaire, on commence à avoir un peu de mal à la trouver. Et souvent, on commence à avoir aussi des lésions d'infarctus ou infarcti au pluriel rénaux, avec, en fait, c'est des petites lésions hyperéchogènes sous forme de triangle qui vont ensuite aplatir ici la forme du rein. C'est ça qui donne un peu cet aspect bosselé. Voilà pour la partie, on va dire, maladie rénale chronique. On peut aussi avoir associé à ça une pyélectasie. Donc là, je suis en coupe transversale du rein avec le petit V. Et là, on voit qu'on est sur une très discrète pyélectasie. Souvent, c'est dû au fait que le rein élimine énormément d'urine en permanence, ce qui fait que la cavité pyélique est sollicitée quasi en permanence. Donc, on a une très discrète pyélectasie. On est à 2,5-3 mm d'augmentation de taille de la cavité pyélique. On a un rein qui devient de plus en plus petit et on peut avoir, ce que je vous disais, les petites minéralisations ici, hop, les petits points à l'intérieur. Alors là, c'est important de savoir, c'est que c'est à l'intérieur du parenchyme. On n'est pas sur le système collecteur ici. Et là, c'est des images un peu hyper échogènes intraparenchymateux. Ça, c'est souvent des lésions cicatricielles assez tardives. Donc, on peut avoir des petites minéralisations, on peut aussi avoir des kystes dans la partie valence polykystose rénale. Et on peut avoir des pyélonéphrites secondaires. Donc, en gros, vu que le rein dilue énormément les urines, c'est souvent sujet à dissémination de germes par remontée de la vessie, par exemple. Et donc, on peut avoir des pyélectasies encore plus prépondérantes avec des petits éléments à l'intérieur échogènes qui seraient évocateurs d'une pyélonéphrite. Je vérifie, ouais, tout est bon. OK. Donc voilà à quoi ça ressemble en début d'évolution. On a
On a le rein qui devient un petit peu hyperéchogène. On se rend compte que la taille commence à devenir un petit peu diminuée, que la médulaire commence un petit peu à réduire de taille. Souvent, c'est ça en fait. La médulaire réduit de taille, le cortex commence à prendre vraiment de l'ampleur, vraiment de l'épaisseur. Et quand on mesure, là, on était à 3,6 sur un grand chat. Donc, ça commençait à réduire de taille. Et on va voir après les infarcts rénaux, ils sont intéressants. On va le voir dans les lésions focales. En ce qui concerne les néphropathies aiguës, donc on a tout ce qui est glomérulonéphrite, néphrite tubulo-interstitielle aiguë, notamment la partie tubulaire, la leptospirose, et on va le voir qu'on a des choses un peu pathognomoniques. Donc les origines, elles sont multiples, soit intoxication, éthylène glycol, le lys chez le chat, infectieux, la PIF ou la leptospirose chez le chien. Savoir que les chats peuvent faire de la lepto aussi, c'est un peu plus difficile à diagnostiquer, mais ça se diagnostique. Des causes dysimmunitaires pour la partie glomérulonéphrite avec des dépôts d'immunes complexes ou amyloïdose. Donc souvent, quand on a de l'amyloïdose rénale, on a aussi de l'amyloïdose hépatique. Donc on a aussi des lésions hépatiques associées. Les signes échographiques directs, comme on l'a vu, c'est une taille qui est souvent normale à augmenter. On a la forme un peu de cacahuète. Là, par exemple, on le voit bien sur cette image échographique. Hop, on a ici ce gros bourrelet avec la vraie forme de cacahuète du rein. Associé à cela, on a soit une corticale qui est hyperéchogène, avec une médulaire qui est de taille conservée, ou alors on a ici ce qu'on appelle le medullary sign, c'est-à-dire qu'on a une inflammation très aiguë ici de la corticale rénale, on a la médulaire au centre, et on a ici ce liseré hyperéchogène qui en fait est évocateur d'une atteinte tubulaire proximale, donc c'est assez pathognomonique d'une leptospirose si vous avez ça, plus une glucosurie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce truc-là, on peut l'avoir de temps en temps de manière physiologique sur certains chiens. Donc, il ne faut pas absolument jeter sur une lepto si on voit ça à l'échographie, il faut coupler ça à une analyse d'urine, et si vous avez une glucosurie associée et que vous avez des valeurs rénales explosées, globalement, vous pouvez être quasi certain que vous êtes sur une leptospirose. Donc le parenchyme, il peut être remanié, mais de manière diffuse, souvent. C'est-à-dire que de manière diffuse, on voit une hypoéchogénicité du cortex ou une hyperéchogénicité du cortex. Le medullary sign, néphropathie tubulaire, et on peut avoir aussi, de temps en temps, une pyélectasie. Très souvent, très souvent, quand on a une atteinte aussi aiguë, une néphropathie aussi aiguë, on a aussi associé à ça de l'épanchement rétropéritonéal. On va le voir juste après en vidéo, mais on a souvent une ligne d'épanchement associée quand on est vraiment sur une atteinte aiguë. Donc là, par exemple, on était sur un chien qui avait qui était atteint d'une glomérulonéphrite par dépôt d'hymen complexe, et ça, c'était dû à une leishmaniose. Donc, vous avez le rein qui est de taille augmentée. On se rend compte que l'échogénicité du rein est augmentée. On voit même, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, on voit même plein de petits liserés noirâtres à l'intérieur qui sont en fait les systèmes de collection qui sont atteints. Donc là, en fait, on était sur une glomérulonéphrite assez sévère et on arrivait à voir, je ne sais pas si on le voit bien sur cette image-là, je crois qu'on avait une autre. On voit bien l'épanchement rétropéritonéal aux alentours. Et là, on voit bien la néphromégalie. Là, je crois qu'il faisait aux alentours de 9 cm de long. Donc, voilà. En gros, globalement, vous avez un rein qui est hyperéchogène, une perte de distinction corticomédulaire assez marquée, de taille augmentée. Vous faites une analyse d'urine, une prise de sang, et vous pouvez potentiellement en conclure d'une glomérulonéphrite. Là, du coup, ce que j'ai fait sur ce chien, c'est que je suis allé biopsier, parce que vous allez voir que les biopsies sont souvent intéressantes dans les pathologies diffuses des reins. Ça nous permet vraiment d'avoir une avancée diagnostique assez importante. Donc, j'en ai parlé un peu succinctement, mais le medullary sign, c'est le petit liseré hyperéchogène qui va nettement différencier la corticale de la médulaire, et c'est souvent pathognomonique d'une nécrose tubulaire aiguë qui se rencontre très souvent en cas de leptospirose. Juste attention, ça peut être parfois physiologique chez certains animaux, donc toujours à corréler avec la clinique de l'animal. Là, on voit bien. Donc là, par contre, si vous avez bien compris, on se rend compte que là, l'épanchement ici, il est abdominal. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il était rétropéritonéal, il serait ici, sur le contour du rein. Donc là, sur cette image-là, l'épanchement, il est péritonéal, il n'est pas rétropéritonéal. Là, on a peut-être un petit liseré rétropéritonéal, et ça, c'était sur un chien atteint de lepto très sévère.
qui avait entraîné une hypoalbuminémie et du coup un épanchement abdominal. Ce que je vous disais, vous vous souvenez, on peut avoir une différence entre le cortex et la médulaire. Ici, ben voilà, ça c'est quelque chose qui peut être rencontré physiologiquement ou en cas d'atteinte corticale. Donc, faut pas. C'est pour ça que l'échographie rénale, il faut quand même la prendre un peu avec des pincettes et toujours la corréler avec la clinique et avec les autres analyses associées. Alors pourquoi non? Sur cette image, je sais plus ce que je voulais vous montrer. Ah si, sur cette image, on voit bien ici le medullary sign qui se trouve là. On peut avoir des lésions de néphrocalcinose, donc la plupart du temps, c'est des minéralisations qui sont soit sur des reins de petite taille, vous êtes soit sur des minéralisations un peu chroniques, soit si vous êtes sur quelque chose d'aigu, c'est un pronostic assez négatif et c'est souvent en cas d'intoxication à l'éthylène glycol. Parce qu'on a des dépôts calciques qui viennent se mettre aux alentours des tubules et donc du coup ça provoque une hyperécogénicité et des petites minéralisations hyperécogènes. Ça c'est un peu un pronostic négatif parce que quand on a ça en échographie, en image échographique, souvent l'animal il n'est pas bien du tout et il nécessite quand même une prise en charge, hospitalisation et soins intensifs. Et parfois ça peut même évoluer en grosse cata, là, par exemple, on voit la totale perte de la structure du rein avec des grosses calcifications dans le parenchyme et un remaniement du parenchyme rénal assez important. Voilà, le lymphome rénal, alors ça, faut aussi l'avoir en tête, surtout chez le chat, parce que c'est la tumeur numéro 1 sur les reins de chat. Souvent, il est associé à une forme multicentrique. Donc, en gros, vous aurez des gros ganglions, etc., et on aura une infiltration secondaire du rein. La partie primitive, l'atteinte rénale primitive est souvent beaucoup plus rare chez le chat. Donc, en gros, on est souvent sur une forme multicentrique. Donc, vous n'aurez pas que cette image-là de rein atteint, vous aurez aussi des gros ganglions associés dans l'abdomen, et vous le sentirez même. Donc, les signes échographiques, taille augmentée, absolument. Donc, supérieur à 4, 5 chez le chat. Et supérieur, bon, après, chez le chien, c'est plutôt rare, les tumeurs rénales. La plupart du temps, c'est des lésions qui sont bilatérales pour la forme multicentrique, plutôt unilatérales pour la partie primitive. Donc, si vous avez qu'un seul rein qui est atteint et les ganglions, pour le moment, sont pas trop anormaux, bah, partez potentiellement aller faire des cytoponctions ou des biopsies rénales pour les envoyer en analyse et confirmer l'hypothèse du lymphome rénal. Donc, la taille est augmentée, la forme un peu en cacahuète, là, vous vous souvenez, hop, on a un peu cette forme en cacahuète. Et là, très souvent, on a une grosse désorganisation du parenchyme dans son entièreté. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est pas hypoéchogène dans sa totalité. On voit vraiment pas mal de nodules un peu hypoéchogènes avec des travées un peu hyperéchogènes aux alentours. Donc ça, c'est un gros remaniement du parenchyme et très souvent, ça veut dire processus cancéreux. Quand le rein, il est vraiment très hétérogène comme ça, la corticale rénale n'est pas homogène dans son entièreté, il faut plutôt penser à quelque chose de cancéreux quand il y en a énormément à l'intérieur du rein. Vous associez à cela une élévation des valeurs rénales, une élévation, par exemple, de la numération formule avec une lymphocytose sévère. Globalement, vous avez un peu le combo gagnant du lymphome rénal. Associé à ça, on peut avoir, ça on le verra dans la formation un peu plus poussée, mais on a une adénomégalie rénale associée. Donc ça, il y a des petites astuces pour les retrouver. Il faut suivre la veine rénale pour pouvoir retrouver ce nœud lymphatique. La plupart du temps, ce sont des nodules qui sont hypoéchogènes, dans des travées hyperéchogènes. La plupart du temps, c'est comme ça, c'est la caractéristique principale. Parfois, ils peuvent prendre d'autres aspects, un peu hyperéchogènes en cacahuète, avec les lames d'épanchement quand on est sur des formes un peu suraiguës. Et on peut parfois avoir même des infiltrats sous-capsulaires, c'est-à-dire qu'en gros, la capsule, même le rétropéritoine peut même être atteint. Donc parfois, on a même ici des nodules qui apparaissent sur le rétropéritoine. Bon, c'est assez peu rencontré. Et donc voilà une image échographique d'un lymphome rénal. Donc en gros, on voit ici des gros remaniements du parenchyme rénal avec
une grosse hétérogénéité de la corticale rénale. Donc ça, on l'a ponctionné et biopsié. Déjà à la ponction, quand on l'étale sur la lame, on se rend compte qu'on a une population assez dense de lymphocytes. C'est plutôt évocateur du coup d'un lymphome rénal. Et on fait les biopsies. Hop, je vais vous montrer. Je l'avais envoyé après. On fait les biopsies et ça revient comme lymphomateux. Et bon, très souvent, avant de recevoir les résultats, on a déjà le diagnostic parce que l'animal se dégrade assez rapidement. L'épanchement rétropéritonéal que je vous parlais, là on le voit bien, qui épouse la forme du cortex rénal. Et on n'a pas d'épanchement dans la cavité abdominale associée. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. L'épanchement rétropéritonéal. Donc là, on a notre rein et on se rend compte ici qu'on a une toute petite lame d'épanchement juste aux alentours ici du rein qui nous laisse suspecter une atteinte plutôt aiguë, voire suraiguë du rein. Et là, on avait notre remaniement du parenchyme qui laissait suspecter un lymphome rénal. Voilà pour les lésions diffuses. On passe aux lésions focales. Donc les lésions focales anéchogènes, on parlera plutôt de lésions kystiques, d'abcès ou d'hématomes en début d'évolution. Donc si vous avez un animal qui est traumatisé avec une grosse lésion anéchogène sur le rein, potentiellement un hématome qui restera à surveiller, qui évoluera dans la partie chronique vers une atteinte plutôt hyperéchogène par la suite. Quand on a des lésions focales hypoéchogènes, on partira soit sur un processus tumoral, soit sur un abcès, soit sur un hématome en cours d'évolution. Et donc ça, ce sera important à avoir en tête, c'est qu'en gros, le contexte anamnestico-clinique de l'animal sera également important. Parce que sur un animal qui a été traumatisé dans la semaine qui suit, vous faites une échographie, vous avez ça, oui, possiblement un hématome qui restera à surveiller. Par contre, si vous êtes sur un chat de 15 ans qui développe ce genre de choses, ça fera peut-être plutôt penser à un processus cancéreux. Et là, on ne sera pas sur du lymphome, on sera sur d'autres choses. Lésions focales hyperéchogènes, lésions tumorales potentiellement, c'est plutôt rare les lésions focales hyperéchogènes. La principale, c'est l'infarctus rénal, on va le voir par la suite, avec la lésion un peu triangulaire et l'aplatissement ici de la capsule rénale. Ça laisse supposer un infarctus rénal, souvent présent en cas de maladie rénale chronique. Et après, on peut avoir des lésions focales mixtes. Donc, par exemple, sur cette image-là, on se rend compte qu'on a une lésion un peu anéchogène ici et un peu plus échogène ici. Ça, par exemple, c'est un abcès qui était vraiment en cours d'évolution. On voit ici une stéatite. Hop, je zoome un peu. On voit ici une stéatite des graisses périphériques. Donc là, on a une grosse inflammation locale. Et il s'agissait ici d'un abcès rénal qui nécessitait une ponction ou une prise en charge par parage chirurgical. Alors, celle que vous rencontrerez le plus fréquemment, c'est l'infarctus rénal. Ça, c'est gage de chronicité. Donc, en gros, le chat est plus prédisposé que le chien à faire ça, notamment du fait qu'ils sont prédisposés à la maladie rénale chronique. Et ça se caractérise échographiquement par une atteinte hyperéchogène, focale, triangulaire. Donc, soit avec une base de triangle qui est large, soit avec une base de triangle qui est toute fine et qui va faire une sorte de petite flèche. Donc voilà, ça peut se manifester de différentes formes, de différentes formes de triangle, mais c'est souvent une forme triangulaire avec la pointe qui va pointer vers le centre de l'organe. Et très souvent associé à ça, on a un aplatissement, une fibrose en fait, du rein associé. Donc le rein perd sa forme et donne un peu cet aspect de contour bosselé. Donc ici, par exemple, sur cette image-là, on en a plein. On en a plein ici, 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 et on se rend compte que le contour du rein devient vraiment bosselé. On va le voir en visuel, vous allez voir, ça va un peu plus vous parler. Donc, triangle à bornette, forme triangulaire à bornette, hyperéchogène, perpendiculaire à la capsule et avec un aplatissement, donc une rétractation capsulaire associée. Voilà en pratique à quoi ça correspond en image. Hop, le petit triangle ici avec l'affaissement de la capsule. Ça, c'est un infarctus rénal. On en a un autre qui se trouve ici. Et donc ça, c'était sur un chat un peu de découverte fortuite parce qu'en fait, là, on se rend compte que le parenchyme, hormis ces petites lésions-là focales, le parenchyme est plutôt respecté. On a une corticale, on a une médulaire un peu en forme de nuage, on a les systèmes collecteurs qui sont ici, qui ne sont pas dilatés. Globalement, on est sur une structure rénale qui souffre un petit peu du fait de ces infarctus, mais qui, pour le moment, fonctionne plutôt bien. La prise de sang était encore normale du fait qu'on n'avait pas d'atteinte très élargie des deux reins. Mais ça, vous pourrez le découvrir de manière un peu fortuite,
Ça vous permettra de le définir en disant, bon, bah voilà, il y a 2 infarctis rénaux sur le rein gauche à surveiller par la suite. On fait des échos tous les 6 à 12 mois pour vérifier ça. On est un peu plus rigoureux sur le suivi rénal et sur le suivi de l'hypertension artérielle. Et voilà, ça va le faire. Mais si vous en avez de plus en plus, que ça commence à arriver, bah, faudra commencer à dérouler la partie thérapeutique des insuffisants rénaux chroniques. Alors les kystes, franchement, c'est une des choses qui vous saute souvent, qui saute le plus aux yeux et qui est assez facile à diagnostiquer. Dans les causes, vous avez donc les causes congénitales, notamment chez le chat, la polykystose dysplasique du chat. Souvent, c'est les chats de race, le persan, le sphinx, sont des races qui sont un peu prédisposées. Chez le chien, que le cairn terrier est un petit peu prédisposé aussi à la polykystose. Ça arrive aussi chez le chien, donc vous pourrez les retrouver chez le chien. Donc sur les jeunes animaux, vous en retrouverez, et souvent ils sont multiples. Ça peut aussi arriver de manière acquise en cas de maladie rénale chronique. Donc il ne faut pas forcément dire que c'est une polykystose rénale sur un chat de 15 ans. Il y a de fortes chances pour que ça se soit arrivé au fur et à mesure des années. Beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, ça peut être aussi des tumeurs kystiques. Alors très souvent, les tumeurs kystiques, on a un petit peu de parenchyme à l'intérieur, un peu plus écogène. Le berger allemand est une race un peu prédisposée au cystadénocarcinome, donc voilà, il faut un petit peu plus le checker sur les bergers allemands qui présentent des kystes. Les signes échographiques directs, très simples, lésion unique ou multiple, anéchogène en son centre et une capsule qui est très fine associée à ce qu'on appelle un renforcement postérieur. Donc en gros, c'est une augmentation de l'échogénicité en profondeur, c'est un artefact échographique qui nous permet de savoir en fait qu'on est sur une structure anéchogène. Donc je vous explique tous les artefacts, etc. dans la formation, je passe assez vite, mais globalement, si vous avez plusieurs structures un peu anéchogènes ici, on parlera potentiellement de polykystose rénale, surtout sur les jeunes chats. Donc anéchogène et renforcement postérieur, et souvent ça atteint plutôt la portion corticale que la portion médulaire, et c'est pour ça qu'on la voit quand même nettement bien. On se rend compte qu'on peut avoir des petits kystes, mais qui peuvent parfois prendre vraiment des gros volumes et même abîmer le parenchyme rénal associé. Donc, parfois, ça nécessite quand même, sur les gros kystes, par exemple celui-là, moi, je conseillerais de le ponctionner pour essayer de réduire le volume, même si on a des risques de collection. On fait les choses proprement pour éviter les disséminations de germes, mais l'objectif, c'est de le ponctionner. Ce qui est conseillé aussi, c'est d'envoyer de l'alcool à 90 à l'intérieur pour essayer de fibroser un peu le kyste et faire en sorte qu'il ne se recollecte pas rapidement. En ce qui concerne la polykystose rénale, eh ben voilà un exemple classique. Donc là, on va voir la structure rénale qui se trouve ici, et aux alentours, vous allez voir l'apparition de plusieurs structures anéchogènes avec une fine capsule située dans la corticale. Pof, 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 pof. Il y en a plein, on dirait des points de dalmatien. Voilà. Eh ben ça, c'est évocateur d'une polykystose. Ça déforme même la forme du rein. Donc, sur un chat persan de 1 an et demi, faut commencer à leur parler quand même déjà de ne pas la mettre à la reproduction et de potentiellement mettre tout de suite une alimentation, une surveillance rénale, potentiellement une alimentation rénale précoce et de suivre assez précocement les effets secondaires de la maladie rénale, donc tout ce qui est protéinurie, tout ce qui est hypertension artérielle, anémie non régénérative, etc. Les abcès, alors la différence avec les kystes, c'est que les abcès, la plupart du temps, ils ont une paroi qui est plus échogène que les kystes. Une paroi, pardon, qui est plus épaisse et plus échogène que les kystes. Donc on arrive un peu plus à les voir. Par exemple, ici, on voit la paroi ici qui est plus échogène. Et souvent associé à ça, on a quand même des dépôts de pus qui se posent en région déclive. Donc par exemple là, l'animal, il est en décubitus dorsal, il est sur le dos, et on voit les dépôts qui se déposent en région dorsale. Si je le mets sur le ventre et que j'observe le rein, ces dépôts-là, ils arriveront à cet endroit-là. Ça, globalement, je vous conseille de le ponctionner quand même pour voir que c'est bien du pus, et il y a de fortes chances pour que vous le voyez à la cyto rapidement. Donc vous voyez beaucoup de neutraux, vous voyez quelques bactéries potentiellement. Bon bah voilà, on sait qu'on est sur un abcès. En termes d'origine, soit on est sur une origine par remontée urinaire,
Donc sur des pyélonéphrites, on peut avoir des remontées et des abcès. Alors c'est plutôt rare les abcès, hein. Franchement, vous en verrez pas tous les 4 matins, hein, mais ça peut arriver. Et par voie hématogène, notamment chez les diabétiques, on peut avoir des abcès un peu plus fréquemment. Donc on est sur une structure qui est anéchogène, souvent hétérogène avec des petits éléments à l'intérieur. On n'est pas sur quelque chose d'anéchogène absolument, avec souvent des dépôts en région déclive et une paroi qui est plus épaisse que le kyste. Par ailleurs, et ça j'en parle souvent dans tous les organes, vous pouvez aussi, et ça c'est fréquent en cas d'infection, les bactéries produisent souvent du gaz et provoquent des remontées de bulles de gaz sur la région ventrale, enfin sur la région non déclive, donc par remontée par la poussée d'Archimède, quoi. Et vous avez souvent des queues de comète qui apparaissent sur la portion ventrale quand l'animal est sur le dos et inversement quand l'animal est sur le ventre. Donc en fait, quand vous avez ces petits éléments, par exemple dans une vessie, si vous avez des petites bulles de gaz alors que vous n'avez pas sondé l'animal, etc., pensez à une cystite infectieuse en premier lieu, surtout chez la chienne par exemple. Les hématomes, alors les hématomes, je vous l'ai dit, ils peuvent vraiment avoir des aspects échographiques vraiment différents en fonction de l'évolution. Donc le suivi sera important. Sur un animal qui est traumatisé, au départ, on est sur quelque chose d'anéchogène qui va progressivement devenir échogène par consolidation, solidification. Et donc, le suivi sera important pour savoir si on est peut-être plus sur quelque chose de cancéreux, parce que une lésion toute seule, un peu hétérogène, alors si on ne sait pas ce qu'a fait l'animal, si on ne sait pas s'il a été traumatisé, le suivi sera important parce qu'il va prendre un aspect différent et il va pas forcément se modifier en taille, alors qu'un processus cancéreux, lui, va prendre du volume et souvent assez rapidement. On peut avoir des minéralisations aussi, quand même, dans l'hématome. Donc voilà, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes, les minéralisations, parce que dans une structure un peu anéchogène avec une minéralisation, on peut soit se poser la question, est-ce que c'est une minéralisation due à l'hématome, ou est-ce que c'est une minéralisation due à une maladie rénale chronique, ou due à une atteinte tubulaire par nécrose aiguë et dépôt d'éléments calciques dans la corticale, c'est toujours un peu difficile à savoir. Donc en gros, toujours à prendre avec des pincettes, les minéralisations. Et j'en viens du coup à la tumeur numéro 1 du chien, très rare quand même, hein, mais c'est le carcinome rénal. Donc le carcinome rénal, la plupart du temps, il touche plutôt un seul rein que les deux. Il est vraiment unilatéral. Et c'est la tumeur numéro 1 par rapport aux autres tumeurs, sauf chez le berger allemand, où on peut avoir des grosses structures kystiques, donc des cystes adénocarcinomes, mais franchement, c'est plutôt rare. Moi, j'en ai jamais vu. Les signes échographiques, qui sont variables. La plupart du temps, c'est une masse au départ qui va prendre une partie du rein et qui va grossir de manière assez rapide, qui va rendre le rein vraiment d'aspect modifié avec des effets de masse. Là, on voit que on a une petite portion du rein normal ici, on a la corticale, un tout petit peu de médulaire, mais par contre ici, on a une masse qui est assez infiltrante. On arrive assez mal à voir la délimitation de la masse sur la portion intra-parenchymateuse, et à l'extérieur, on arrive bien à la délimiter de par la capsule rénale. C'est souvent des masses qui sont assez hétérogènes, plutôt hyper-échogènes, à contour assez mal défini. Donc si vous avez un rein qui a vraiment un aspect bizarre, vous vous posez même la question si c'est un rein, allez quand même le biopsier parce que ça a un réel intérêt diagnostique. Et pour le coup, on peut avoir des métastases qui peuvent se loger au niveau des reins, mais la plupart du temps, les métastases rénales sont des toutes petites tumeurs qui vont remodifier, un peu comme un lymphome rénal. On va avoir plein de petits éléments nodulaires un peu disséminés et pas une grosse masse volumineuse unique. Voilà, on a d'autres tumeurs possibles, par exemple les sarcomes, beaucoup moins fréquents, mais ils sont assez caractérisés par leur aspect extra-rénal. Ils prennent beaucoup de volume à l'extérieur des reins et ils sont souvent très minéralisés. Donc on arrive assez bien à les voir, mais honnêtement, gardez pas ça en tête, c'est pas le plus important. Les tumeurs histiocytaires, par exemple, chez le bouvier bernois, ça s'apparente un peu au lymphome rénal, c'est-à-dire qu'en gros, on a des grosses lésions anéchogènes dans la corticale avec des grosses travées hyper-échogènes aux alentours,
un gros remaniement du parenchyme et de la capsule, des contours très bosselés, un rein augmenté de taille. Vous voyez ça sur un bouvier bernois qui fait de la fièvre d'origine indéterminée, que vous avez des ganglions un peu partout, une anomalie à la numération formule et que vous avez ça à l'échographie, vous pouvez suspecter quand même une infiltration rénale associée. Donc un peu diagnostic différentiel avec le lymphome, ça se ressemble pas mal. Et là, la biopsie est vraiment un élément important dans le diagnostic. Les métastases, donc les métastases ressemblent un peu aussi au lymphome. On peut avoir aussi des petits éléments bourgeonnants au-dessus de la capsule, non minéralisés, parce que sinon c'est plutôt en faveur d'un sarcome. Et on peut aussi avoir des lésions un peu intraparenchymateuses. Vous voyez, ces lésions-là, on voit que le rein il est en souffrance, on a une hyperécogénicité des graisses périphériques, on voit qu'on a une baisse de distinction cortico-médulaire, avec la médulaire qui est vraiment très fine ici, avec un épaississement du cortex, et on a des petits éléments un peu nodulaires un peu partout. Ça sent quand même le processus cancéreux, et en fait, vous explorez les autres organes abdominaux et vous vous rendez compte que les ganglions partout sont augmentés de taille. On est peut-être sur quelque chose de métastatique. D'où l'importance de l'histologie pour caractériser et consolider notre hypothèse de processus cancéreux. Donc, soit vous faites des cytoponctions, vous allez voir, je vous apprendrai à faire des cytoponctions éco-guidées si vous ne savez pas les faire. Et vous allez voir ici, on va plonger une aiguille au niveau de notre élément cancéreux. On va, là, en l'occurrence, on était potentiellement sur une structure kystique, donc j'ai quand même essayé d'aspirer. On voit le bout de l'aiguille qui est ici. Hop, on a aspiré un petit peu, on est allé voir on a étalé ça sur une lame, on l'a aussi envoyé en analyse cytologique, mais il n'y a pas forcément besoin absolument de l'envoyer en analyse cyto. Si vous avez des lymphocytes en très grande quantité dans une cytoponction d'un rein, c'est pas normal, d'accord? Enfin, il n'y a pas 15 000 explications possibles, quoi. Sur un chat de 10, 12 ans, c'est un lymphome, quoi. Et sinon, vous pouvez effectivement faire des biopsies éco-guidées. Donc, comment ça se passe en pratique? Vous avez un pistolet de biopsie que vous allez plonger dans la cavité abdominale. Donc, il faut avoir incisé un peu la peau. Il faut faire bien évidemment ça sous tranquillisation après réalisation des bilans de coagulation pour être certain qu'il n'y ait pas de risque de saignement. Et ensuite, vous allez voir, on va plonger notre aiguille à biopsie. Donc, ça prend un peu de temps parce que faut vraiment être situé au bon endroit. Donc là, hop, je traverse. On va voir ici mon aiguille à biopsie qui va se trouver là. Et ensuite, je vais appuyer sur le piston pour carotter. Et d'un coup, donc là, on remonte un peu le piston. On va avoir une zone de carottage qui se trouve pile ici. Et hop, j'appuie. Ça lance la biopsie. Et ensuite, je ressors mon aiguille pour la mettre dans une cassette et l'envoyer en analyse histologique. Voilà pour les lésions focales et les lésions diffuses. J'espère ne pas trop vous avoir perdu. Est-ce que vous êtes encore chaud pour que je fasse la dernière, ou sinon je la ferai un autre jour, comme vous préférez? Ça peut, si vous êtes encore chaud, moi je suis chaud pour continuer, mais après, à vous de me dire si ça fait trop d'informations. Bon. Encore chaud, allez, ça c'est cool. Ok, encore chaud, ça roule. Eh on continue. Allez, donc ça va aller assez vite, hein. Les lésions du système collecteur, globalement, il n'y en a pas 50 000. Pyélectasie, hydronéphrose. Il faut savoir faire la différence entre les deux. La différence, vous allez le voir, c'est juste une question de dilatation de la cavité pyélique. Les petites dilatations, on parlera de pyélectasie. Dans les pyélectasies, on rencontre les pyélonéphrites, inflammation de la cavité pyélique et potentiellement du rein associé à des urétérites, donc on va le voir. Potentiellement, sinon, on peut avoir des distensions vésicales, donc des obstructions urinaires basses. Donc, souvent, par exemple, vous les verrez en cas d'urtère ectopique. Vous pouvez avoir des petites pyélectasies, pas des grosses hydronéphroses souvent, parce que les urtères ectopiques, on a quand même une diffusion des urines qui se fait. On peut aussi avoir ça, par exemple, souvent chez les SUF. Si vous faites une échographie rénale avant des obstructions, vous pouvez avoir une petite pyélectasie. Et une chose qui est hyper importante à savoir, c'est que la fluidothérapie provoque une pyélectasie, tout simplement par le fait que on va stimuler l'émission d'urine, et donc du coup on va avoir une diurèse un peu forcée, et par conséquent une petite dilatation de la cavité pyélique, comme on aurait en cas de maladie rénale chronique. À la différence de l'hydronéphrose, donc là, vous voyez, on a une toute petite dilatation ici
de la cavité pyélique. Le V, on le voit apparaître quand même de manière assez importante. Et à la différence de l'hydronéphrose, là, c'est le bazooka de la dilatation pyélique. Là, on a ici, c'est simple, vous avez là la zone que l'on voit là, c'est la cavité pyélique, le gros rond qu'on voit ici. Donc là, on est sur une dilatation qui est majeure. Vous allez voir, ça dépasse plusieurs millimètres, voire parfois des centimètres. Donc là, on est sur des obstructions urinaires souvent hautes, souvent urétérales. Donc des lithiases urétérales, par exemple, ou des sténoses dues à un processus cancéreux, à des masses, ou parfois, dans certains cas, des uretères ectopiques. Mais on a une obstruction qui empêche l'évacuation des urines correctement. Franchement, vous avez ça, vous avez 99% de chances de trouver un calcul sur l'animal. 99% de chances. Et là, mon objectif, c'est de vous apprendre comment faire pour essayer de suivre une dilatation urétérale pour trouver le calcul. Alors, la pyélectasie, on l'a dit, c'est une dilatation du système collecteur modérée. Elle doit pas, donc elle dépasse les 2 mm, mais elle ne dépassera pas les 12 mm. D'accord? Donc, en gros, partez du principe inférieur à 10 mm, on est sur une pyélectasie. Souvent, chez mon ordinateur, hop, on va avoir des problèmes. Hop là. Je suis à vous tout de suite. Hop là. Du coup, en pyélectasie, on a la plupart du temps les causes. Pour moi, la cause numéro 1, c'est la cause infectieuse. Plus que les autres. Bon, il y a aussi la cause maladie rénale chronique que vous trouverez, mais la plupart du temps, c'est des causes infectieuses. Notamment si vous avez des petits débris cellulaires à l'intérieur de la cavité pyélique. Ça, c'est plutôt évocateur d'une pyénonéphrite infectieuse. Donc là, si vous vous sentez le courage, allez ponctionner, faites une pyélosynthèse, ou sinon, faites une cystosynthèse et essayez de l'envoyer en bactério, parce qu'il y a de fortes chances pour que la bactério revienne positive. Attention, ça se fait vraiment en coupe transverse, c'est mieux pour retrouver la dilatation pyélique, parce qu'on a bien levé, on retrouve bien levé. Et là, on se rend compte qu'on a le départ de l'urtère, qui se trouve ici, qui est normalement invisible à l'échographie. Donc là, on a associé à ça, ici, là, on a des petites mesures, on a associé à cela une urétérite. Donc, si on a une urétérite plus une dilatation de la cavité pyélique avec des petits éléments hyperéchogènes, il faut que ça tilte dans votre tête que c'est infectieux à 100%. OK ? Ensuite, on a des potentiels stases urinaires, mais la plupart du temps, les stases urinaires, donc les obstructions, on n'est pas sur des subobstructions, on est vraiment sur des obstructions totales, et donc on a plutôt de l'hydronéphrose. Et souvent, en fait, quand vous allez suivre l'urtère, à un moment donné, il va disparaître sans cône d'ombre associé. Et souvent, en fait, ça, c'est forcément évocateur d'une subobstruction qui est due à une inflammation, une infection. Voilà. Attention au surdiagnostic et notamment, petit conseil, si vous devez faire votre échographie sur un animal qui a des problèmes en général et surtout l'échographie rénale, faites-le avant fluidothérapie parce que sinon vous risquez de vous fausser votre examen. Donc souvent on a le réflexe de se dire bon, je mets l'animal sous perf, etc. Ok, on peut lui mettre son cathé, etc. Mais vraiment, enfin sauf si urgence absolue, mettez-vous un petit créneau dans la journée pour aller checker les reins, quitte à faire juste les reins dans un premier temps et ensuite le mettre sous fluidothérapie et enchaîner avec les autres organes parce que vous allez vous fausser forcément votre examen échographique avec la fluidothérapie. Donc voilà comment ça se traduit échographiquement. Donc là, on est sur une coupe longitudinale de rein et vous allez voir qu'on va voir apparaître ici un petit élément anéchogène. Ce n'est pas un kyste parce qu'on va voir qu'en bougeant la sonde, on ne va pas avoir cet effet un peu blop de kyste qui disparaît, qui réapparaît. Là, on va avoir une sorte de tuyau qui va continuer sur toute sa longueur. Donc voilà, là, ça part du rein d'un côté et on a ce petit tuyau un peu hypoéchogène qui va continuer tout au long et qui va disparaître à un moment donné sans avoir de cône d'ombre. Ok ? Donc là, j'étais en coupe longitudinale. Si je passe en coupe transversale, on a ici notre V qui fait 4 mm. Donc on est sur une pyélectasie qui est modérée. Et si on zoome un peu, on a des petits éléments un peu anéchogènes à l'intérieur,
associé à une dilatation de l'urtère, parce qu'on a vu que l'urtère était un petit peu dilaté sur l'image précédente, on est sur il y a de fortes chances pour qu'on soit sur une pyélonéphrite. Donc là, on va faire une pyélosynthèse. Le mieux, c'est de faire une pyélosynthèse pour être vraiment au plus proche de l'infection. Si on n'y arrive pas, on fait une cystosynthèse et on envoie en bactériaux, il n'y a aucun problème. Donc, une pyélosynthèse, c'est comme une cystosynthèse. On vient placer notre aiguille, on va le voir. On vient placer notre aiguille, on va essayer de se situer dans la cavité pyélique, juste au centre. Donc, ça prend un petit peu de temps aussi. Hop, on essaye de voir le bout de l'aiguille. Et on essaye de se mettre dans la cavité pyélique. Donc là, j'y étais pas trop, donc je rebouge un peu mon aiguille. Et j'aspire le peu d'urine que j'ai. Et je remonte. Donc là, je m'y prends un peu à plusieurs fois parce que je suis pas tout à fait droit. Mais vous risquerez pas de faire trop de problèmes. Une cytoponction rénale, vous ferez pas trop de problèmes. Il faut pas sortir et rentrer 15 000 fois pour éviter de disséminer les germes. Mais voilà, ça peut se faire très bien. Donc suspicion, quand on a une petite pyélectasie, suspicion de pyélonéphrite infectieuse en première hypothèse, surtout si on a une urétérite associée. L'hydronéphrose, c'est l'étape supérieure de la dilatation, c'est-à-dire qu'on dépasse les 1 cm la plupart du temps et on voit potentiellement, ici on voyait même la présence de calculs, donc on a des grosses minéralisations à l'intérieur de la cavité pyélique qui laissent suspecter du coup des calculs rénaux dans la cavité pyélique, mais certainement aussi dans l'urtère, parce qu'on a une hydronéphrose associée, donc on a un défaut d'élimination des urines. Avoir des calculs dans le pelvis, c'est pas forcément grave. Ça peut être douloureux pour l'animal, donc parfois si vous palpez les reins, vous sentez que l'animal il est douloureux, vous faites l'écho, vous voyez ça, oui, peut-être que c'est ça qui lui fait mal. Par contre, c'est pas forcément, ça va pas forcément provoquer des problèmes fonctionnels au niveau des reins. D'accord. Les problèmes fonctionnels, ils apparaîtront quand le calcul va se disloquer dans l'urtère et qui va devenir occlusif. Là, ce sera problématique. Mais les chiens et les chats vivent très bien potentiellement avec des calculs dans les reins. Donc l'hydronéphrose, elle provient d'une obstruction, soit de l'urètre, soit de l'urtère. Très souvent de l'urtère quand même, parce que de l'urètre, quand on a une obstruction, cliniquement, l'animal, il n'arrive plus à uriner, donc on lève l'obstruction et ça va plus vite. Mais parfois, des chats, ils bricolent. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des chats qui, je sais pas, ils miaulent, ils changent de comportement, ils mangent un peu moins, ils sont douloureux, ils bricolent, on ne sait pas pourquoi. Là, souvent, moi, je conseille quand même d'aller pousser à l'échographie ou la radio, pour essayer de voir s'il n'y a pas des calculs, par exemple, pour essayer de gérer la douleur ou voir si on a même une obstruction urétérale. Donc l'origine, la plupart du temps, elle est intraluminale, c'est le calcul, numéro 1. Ensuite, vous avez potentiellement des sténoses. Admettons, le chat, il a été opéré, on a réussi à faire passer les calculs par chirurgie, même si c'est parfois difficile, mais il y a certains calculs qui peuvent en bout de course, là, on peut appuyer un peu sur l'urtère, mais ça peut provoquer des sténoses secondaires. On peut avoir des atteintes extraluminales. Par exemple, ça m'est arrivé une fois d'avoir un chat qui faisait une péritonite. Non, c'était un chien qui faisait une péritonite focalisée et qui avait une compression d'un des urtères et qui commençait à faire une hydronéphrose. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Finalement, on a réussi à le gérer. Mais ça peut être extraluminal. C'est rare, honnêtement. Le numéro 1, c'est le calcul, mais ça peut arriver. Et on peut avoir les malformations, les urtères ectopiques qui peuvent provoquer des pyélectasies, voire des hydronéphroses. Vous verrez, quand on a un urtère ectopique, on va le voir, on a une dilatation de l'urtère qui va jusqu'au bout et qui dépasse même la vessie pour aller en région caudale. Donc, souvent, on arrive très bien à avoir l'urtère jusqu'au bout pour les gros urtères ectopiques. Pour les urtères ectopiques, il y en a où c'est vraiment difficile à diagnostiquer et on le fait que par cysto et urétroscopie pour essayer de les diagnostiquer. Mais il y en a, ils sont quand même. On peut arriver à les voir à l'échographie. Donc les signes échographiques d'une hydronéphrose, c'est une dilatation importante, elle est supérieure à 1 cm, vous êtes déjà sur une hydronéphrose, et on est sur une cause obstructive absolument. On a donc potentiellement aussi une dilatation des récessus du bassinet. Donc parfois on a même, là on le voit, on a ici un des récessus qui est un petit peu dilaté. Et ça peut même vraiment diminuer la taille du parenchyme. On va le voir, on a le parenchyme qui peut vraiment devenir de plus en plus aplati. Et même voir jusqu'à avoir juste les tout petits récessus hyperéchogènes ici. Et là,
on a de la cavité piélique et ici, en l'occurrence, sur cet animal, on avait une masse qui obstruait l'élimination au niveau de l'urtère. Donc, ça peut vraiment prendre des formes vraiment particulières. Et là, je vous montre l'exemple d'un chien. Alors, c'est une découverte totalement fortuite sur cet animal. C'était un chien qui venait pour dysorexie et un peu de vomissement. Les valeurs rénales étaient impeccables. Impeccables, vraiment, il n'y avait aucune anomalie. Les urines, la densité urinaire était normale, pas de protéinurie. Et on a ça à l'échographie. Donc, on a une structure qui est vraiment très anéchogène avec les récessus ici que l'on voit. Et si je vous lance la vidéo, vous allez voir que on va voir ici la dilatation de l'urtère. Voilà, on voit l'urtère qui part ici. Alors, je vais vous montrer. Là, l'urtère, hop, il part ici et il reste très dilaté et on va le suivre jusqu'au bout. Et si on le suit jusqu'au bout, on arrive à le suivre jusqu'à l'insertion du trigone vésical. Et là, on va le voir par la suite et on a la présence d'un calcul en bout de course. Mais ce chien allait très bien et on n'arrivait pas à savoir de quand ça datait ce truc-là parce que on savait pas trop si c'était la cause de la dysorexie ou pas. Et au final, en fait, on a fait un traitement symptomatique. Le chien est allé mieux, continue de vivre sa vie, etc. On a quand même parlé de prise en charge chirurgicale. Alors, il faut savoir quand même qu'on revient de plus en plus sur les dispositifs sub parce que sur le moyen à long terme, ça reste quand même une solution un peu galère parce qu'il y a souvent des surinfections, etc. Donc, ils sont de moins en moins interventionnistes dans ce sens-là. Ils commencent un peu à discuter sur des prises en charge de transposition à rein vessie. Ça peut s'envisager, mais en tout cas, les subs, faut vraiment que ce soit en dernier recours. Et en l'occurrence, sur ce chien, on n'avait pas trop de douleurs associées pour le moment. Et le chien vit très bien sa vie comme ça. C'est assez étrange, mais voilà. Donc là, on est en bout de course, on est sur la vessie. Et là, on voit ici, on va mettre le Doppler dessus pour voir si c'est un vaisseau sanguin. Ça peut très bien être de l'aorte, même si l'aorte n'est pas censée être aussi dilatée au niveau de la vessie, puisqu'on est au niveau de la trifurcation aortique, donc très souvent l'aorte prend vraiment une taille minimale. Et en fait, vous allez voir ici qu'à cet endroit-là, pas loin ici, on va avoir un cône d'ombre qui va apparaître, et du coup plutôt évocateur d'un calcul. Donc là, on voit la dilatation de l'urtère, on arrive à le suivre jusqu'au bout, et on va voir apparaître un petit élément hyper échogène juste ici, voilà. Et on a un petit cône d'ombre associé, et c'était évocateur d'un calcul juste au niveau ici de l'insertion de l'urtère. Ici, on a la petite pyramide où on a vu les jets urétéraux. C'est pile à cet endroit-là que, en l'occurrence, sur cet animal, ça se bouchait. Il faut savoir quand même que c'est pas l'endroit de prédilection des obstructions. Souvent, c'est un peu en plein milieu de l'urtère que ça se bouche. Donc, on a parlé des lithiases urétérales, mais on a aussi des lithiases piéliques dans la cavité piélique. Et comme je vous le disais, c'est pas forcément pathologique. Enfin, pathologique. C'est pathologique parce que c'est pas normal d'en avoir. Mais par contre, c'est pas forcément lié à la clinique de l'animal. Voilà, ça peut être douloureux. Donc, des animaux qui présentent un peu des douleurs, notamment quand vous palpez les reins, oui. Si vous voyez des lithiases piéliques, il est possible que ce soit douloureux. Donc, potentiellement, envisager de gérer la douleur momentanément pour essayer de laisser un peu passer du temps. Ça se traduit des lithiases, que ce soit urétérale ou piélique, par une interface hyperéchogène, souvent assez arrondie, un bord assez arrondi, associé à une ombre acoustique, donc c'est un autre artefact, un cône d'ombre sous-jacent en profondeur. Donc, je vous explique dans la formation comment ça se forme physiquement, ce cône d'ombre, mais voilà. Globalement, à quoi on est censé s'attendre? Une surface hyperéchogène arrondie associée à une ombre de bord sous-jacente. Donc on les voit quand même assez bien échographiquement. Il ne faut juste pas les confondre avec, vous vous souvenez, les petits doigts collecteurs de la cavité piélique. Donc, en pratique, à quoi ça ressemble? Donc là, je suis sur le rein. Vous allez voir, je suis sur le rein gauche. Là, on a la rate. Alors, je vous glisse ça comme ça. Vous avez des petites lésions sur la rate. Ici, c'est des lésions qui sont normales. Ça s'appelle des myélolipomes. C'est tout à fait normal sur une rate de vieil animal, que ce soit un chat ou un chien. Donc ça, c'est tout à fait normal. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est son rein et notamment la présence de calculs. Donc, une interface hyper échogène juste ici dans la cavité piélique, dans le V. On va le voir. Il bouge un peu le chien, hein. Mais hop, ici, on a une interface hyper échogène avec une structure un peu arrondie. On va le voir, ça va revenir. Et un cône d'ombre ici qui apparaît. Voilà, juste là. Paf.
Donc cette petite interface hyperéchogène et le cône d'ombre associé laissent suspecter un calcul situé dans la cavité piélique. Bon, ça c'est souvent une découverte fortuite, sauf si l'animal est douloureux. Une autre image de calcul piélique, juste ici. Les animaux bougent souvent un peu, hein, donc c'est toujours un peu galère, mais ça vous montre la réalité du terrain. Et là, hop, on a une interface hyperéchogène juste ici, avec un cône d'ombre associé. Donc vous les verrez en vidéo souvent un peu furtivement, en bougeant assez rapidement. Vous avez le cône d'ombre qui apparaît et qui disparaît. Hop, il faut que ça vous saute aux yeux. Et très souvent, en région piélique, ils ne sont pas obstructifs, ils ne sont pas trop dérangeants. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. C'est un peu rébarbatif pour les parties lésionnelles parce que on fait lésion après lésion. Mais bon, l'objectif c'était d'avoir un peu les différentes approches, savoir comment est-ce que on arrive à différencier une lésion corticale d'une lésion médulaire ou d'une lésion du système collecteur. Est-ce qu'on est sur une lésion plutôt diffuse, inflammatoire aiguë avec une néphromégalie ou une inflammation chronique avec un rein de petite taille qui est tout bosselé, qui est un peu irrégulier avec des infarctis. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver un peu à faire le distinguo entre tout ça. Et surtout, ne pas hésiter à pousser le diagnostic en allant réaliser des ponctions et je vais plus y arriver, des biopsies éco-guidées. Voilà. Donc maintenant, place aux questions avant que je vous libère. Désolé, ça a pris un peu de temps. Il est quelle heure? 22h20. Ouais, on a un peu débordé, mais voilà. J'espère que le petit webinaire vous aura plu et que, en tout cas, l'échographie rénale commence un peu plus à vous parler. J'ai une dernière petite question, hop, en sondage, et après, je vous fiche la paix si vous n'avez pas de questions. Hop, c'est est-ce que je l'ai lancé ou pas? Non, je ne l'ai pas lancé. Hop. Alors ça concerne plutôt que les vétos du coin. Est-ce que la formation à domicile vous tenterait ou pas? Est-ce que pour vous, ce serait intéressant de souscrire à la partie domicile en sachant que on apprendrait à pratiquer avec votre machine échographique, etc. Ou pour vous préféreriez plutôt la formation en distanciel, tout en sachant que la partie distancielle, enfin, c'est modulable, c'est-à-dire que si vous commencez par la partie distancielle et que derrière vous dites ah tiens, ce serait quand même bien de faire la formation à domicile, c'est tout à fait modulable. On peut le rajouter par la suite, il n'y a aucun problème. Et j'ai vu qu'il y avait une question. Pourriez-vous remontrer où vous mesurez la cavité piélique, le V dont vous parlez? Ok. Alors, je me remets sur mon écran. Tac, partager. Alors, hop, on revient à nos moutons. Tac, 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 tac. J'avais une mesure de la cavité piélique au tout début. Là. Alors, moi, personnellement, là, par exemple, la mesure qui a été faite dans le livre, moi, je la trouve un petit peu erronée. Moi, je la fais souvent. Donc là, on a le V, ici. Il faut la faire d'un seul côté. Donc, en fait, quand on a le V ici, moi, je mesure de ici, par exemple, à ici, des deux structures un peu plus échogènes par rapport à l'intérieur qui est hyper échogène. Donc, par exemple, si je me mets de ce côté-là, je vais me mettre de ici à ici. Voilà. Et j'essaye d'être le plus perpendiculaire possible par rapport aux deux parois pour pas surestimer. Là, pour moi, ils sont un tout petit peu décalés. Parce que là, on peut glisser un peu au niveau de l'urtère. Donc moi, généralement, je me mets vraiment ici perpendiculaire. Après, ça change pas beaucoup. C'est-à-dire que entre ça et ça, il va y avoir un demi-millimètre de différence. Donc en soi, c'est pas ça qui va énormément changer. Mais en gros, j'en parle dans la formation de la mesure de la cavité piélique, mais c'est vraiment de cette portion-là à cette portion-là en étant le plus perpendiculaire possible, en coupe transversale, bien évidemment. Pas en coupe longitudinale parce que ça fausse un peu le résultat. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, super. Après, c'est un peu succinct, hein, 1 heure pour parler de l'échographie normale et lésionnelle du rein.
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a encore plus dans la formation voilà. Et si ça vous plaît, ça vous a plu, si vous êtes même patron de clinique, je fais même des tarifs dégressifs en fonction du nombre de vétérinaires que vous êtes dans la clinique. Donc voilà, ça peut être adapté à, à tout le monde. Alors, Madeleine, est-ce que c'est envisageable de faire les cytoponctions et la pyélosynthèse sans bilan de coag? Tout à fait. Moi, je l'ai fait sans bilan de coag, les cytoponctions et les pyélosynthèses. Franchement, il y a très peu de risques. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment être, quand tu fais une pyélosynthèse, la cytoponction, si tu te mets en région corticale, il n'y a aucun risque. La pyélosynthèse, il faut juste être certain que tu es bien dans la cavité piélique et que tu n'ailles pas toucher la veine rénale, par exemple. Donc, en gros, faut vraiment se mettre à distance et souvent si tu as un doute, si la cavité piélique est vraiment trop fine, tu fais une cystosynthèse plutôt qu'une pyélosynthèse. Moi, je l'ai fait quand ça me saute vraiment aux yeux, comme on l'a vu dans l'image échographique, là où c'était vraiment dilaté. Là, je me mets soit en coupe transversale, soit en coupe longitudinale. J'essaie de trouver une zone qui est éloignée des vaisseaux pour faire la pyélosynthèse. Et ça, c'est valable pour tous les organes. C'est-à-dire, la rate, par exemple, moi perso, je fais jamais de bilan de coag pour faire des cytoponctions de rate, sauf il y a une lésion en particulier sur la rate où il faut faire attention, c'est les lésions totalement kystiques. Là, je ponctionne pas. J'envisage tout de suite d'aller retirer la rate. Pareil pour le foie. Mais sur des lésions qui sont vraiment remaniées, un peu hyper échogènes, etc., cytoponction, il n'y a pas de souci. Après, conseil, moi je suis toujours fervent du conseil de faire le bilan de coagulation quand même dans le doute pour être certain. Mais si les gens n'ont pas trop de sous, etc., la cytoponction, il n'y a aucun problème. Les biopsies, c'est autre chose. Faut vraiment c'est obligatoire. La cytoponction corticale, honnêtement, ça se fait très bien. Et la pyélosynthèse aussi. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions? C'était un peu rapide. Après, pour parler un tout petit peu d'Academvet, donc l'objectif c'est pour Academvet, c'est là je suis en train de fabriquer la formation en échocardio, donc elle sera disponible normalement d'ici 6 mois à peu près. Donc voilà. Et l'objectif en fait après, c'est que on crée encore du contenu pédagogique formant quoi. L'objectif c'est, je veux pas je veux pas faire comme les autres organismes de formation qui font des webinaires en ligne régulièrement, etc. L'objectif c'est vraiment de faire des formations qui soient qualifiantes et que voilà que chaque veto puisse développer le domaine de compétences qu'il a envie de développer quoi. C'est-à-dire que si il a envie de développer de la cyto, hop, il développera de la cyto. S'il veut faire de l'écho, il développera de l'écho, etc. Mais l'objectif, c'est que ça soit diplômant. Et j'en profite, mon cher Amir, potentiellement aussi laisser disponible pour les vétos étrangers francophones une formation comme ça. Là, j'ai une personne qui vient du Canada, une francophone qui vient du Canada qui a souscrit à la formation. Donc, pour les personnes qui ont des gros décalages horaires, on adapte bien évidemment les visioconférences. Mais après, l'objectif, c'est que chacun puisse progresser à son rythme. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée si vous n'avez pas d'autres questions. Et puis, en espérant vous revoir sur notre plateforme de formation. Mais avec plaisir. Allez, bonne soirée et à bientôt.